à tous, merci de vous être connectés pour assister à ce webinaire régional dédié à la facturation, à vous apporter de l'information sur le bouquet de téléservices à votre disposition et les perspectives offertes par le numérique en santé. Je suis Géraldine Gaspard, référent régional de l'exercice coordonné et je travaille au sein de la cellule régionale de coordination de la gestion du risque. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée par les experts métiers, donc les numériques en santé des Bouches-du-Rhône et du Var et le référent régional e-santé. Dans un premier temps, nous allons vous présenter le guide de facturation qui a été construit entre la profession et l'assurance maladie. Et nous vous présenterons ensuite par la suite les téléservices avec l'utilisation graduée que vous pouvez en faire selon la fonction que vous occupez dans les centres de santé. Et enfin, mon espace de santé et les nouveaux services qui vous seront très, très utiles. Pour le confort de tous, je vous remercie de poser vos questions via le fil de discussion et enfin vous dire que ce webinaire est enregistré. Donc voilà, on commence par la présentation du guide de facturation. Donc, ce guide de facturation, il a été, donc, comme je le disais, élaboré entre l'assurance maladie et les représentants des gestionnaires des centres de santé. Donc, j'étais en train de vous dire que ce guide, il a été élaboré conjointement entre l'assurance maladie et les directeurs des centres de santé, enfin, les gestionnaires des centres de santé. Donc, en fait, ils ont analysé, ils vont rechercher toutes les sources de rejet et donc, ils ont analysé les 30 rejets les plus fréquents et proposer une remédiation. Donc, ça va de la fiche technique, à qu'est-ce que l'exonération du ticket modérateur, quels sont les principaux, justement les principales exonérations du ticket modérateur, comment on fait pour les coter, alors après, on a des grands principes généraux aussi, hein. On a qu'est-ce que le tiers payant, comment les modes de facturation, qu'est-ce qu'on utilise pour facturer. Voilà, ça va aussi, par exemple, quand on a besoin de NIR fictifs dans la facturation, quels sont les types de NIR fictifs et comment on les facture. Donc, en fait, donc, je vous l'ai dit, c'est 30 principaux rejets qui ont été analysés et c'est à destination aussi bien en fait des opérateurs dans les centres de santé que le personnel de l'assurance maladie qui s'appuie également sur ce guide. Donc, c'est pour vous aider à expliciter, à aider les opérateurs à adapter les bonnes pratiques de facturation, pour aussi diminuer le temps passé par les centres de santé et par l'assurance maladie à retraiter des rejets de facturation, et puis vous permettre, dès la télétransmission, de percevoir le bon montant, le montant optimum dans les facturations. Alors ce guide, soit il y a déjà des CEPAM qui l'ont mis à disposition des centres de santé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le demander via les canaux habituels, donc les référents auxquels vous vous adressez habituellement pour obtenir ce type d'informations. Et dans tous les cas, nous, on l'a inséré au support de présentation qu'on diffuse aujourd'hui. Donc, vous aurez accès à ce guide. Alors, OK. Voilà, donc je vais laisser la parole aux délégués, aux experts métiers, donc les délégués d'assurance maladie de la CEPAM du Var. Voilà, donc je crois que c'est Madame Arnaud qui va prendre la main. Excusez-moi, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les modes de facturation au niveau des cartes. Là, je vais parler de la facturation dans un premier temps à utiliser en priorité, c'est-à-dire élaborer une feuille de soins électronique sécurisée Sésame Vital, c'est-à-dire avec la CPS du praticien et la carte vitale du patient. Donc, on insiste quand même sur ce mode de facturation qui est vraiment à prioriser. Je détaillerai ensuite les cartes qui sont disponibles pour vous, les centres de santé, et quelles sont leurs fonctions. Vous avez ensuite la facturation en mode dégradé, ce qui signifie que la CPS du praticien est présente, mais pas la carte vitale du patient. Donc là, vous êtes en mode dégradé, ce qui implique en fait que vous devez nous envoyer les pièces justificatives, c'est-à-dire le bordereau de télétransmission et la feuille de soins, bien sûr, qui correspond à la facture de votre ou de vos actes.
C'est important de préciser que ces pièces justificatives sont obligatoires. Donc, c'est ce qui différencie principalement le mode sécurisé du mode dégradé. Ensuite, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de facturer eh bien, en version papier, hein, la feuille de soins papier. Là, le délai de paiement est un peu plus important que pour les feuilles de soins électroniques. On est sur une période de 20 jours à peu près, hein. Voilà pour les modes de facturation. Je reviendrai un peu plus en détail ultérieurement sur les cartes, hein, les CPS et les CPE. Et donc, en fait, en PACA, on a procédé à une petite analyse des principaux de facturation des centres de santé. Donc, c'était entre octobre et décembre 2022. Et du coup, donc, bon, ça, c'est sur 100 rejets. Bon, il y en a plus chez les centres de santé dentaire, après chez les polyvalents et les bien à moi chez les médicaux. Mais en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, il y a 30% des rejets qui sont liés à une exonération du ticket modérateur connu au référentiel, mais qui n'a pas été transmise. Donc là, ça veut dire que dans nos bases, on a connaissance d'un régime exonérant pour le patient, mais qui n'a pas été transmis par le centre de santé. 27, à peu près encore 30% des rejets, ça c'est le bénéficiaire de prestations qui est inconnu dans la base. Donc ça veut dire que la date de naissance qui a été télétransmise pour le bénéficiaire de soins est différente de celle présente dans le référentiel d'assurance maladie. Donc il n'est pas rattaché, il est bénéficiaire, mais pas de la bonne personne en fait. Enfin, ce qui a été télétransmis ne correspond pas à ce qu'il y a dans nos bases. Et encore à peu près 20%. C'est en rapport avec les contrats, les C2S, les anciennes CMU, hein. Donc là où il y a une C2S, mais avec les droits pas à jour, voilà, où c'est pas le même contrat qui est enregistré, parce que des fois ils peuvent changer maintenant de mutuelle avec la C2S. Donc en fait, ce qui ressort, c'est à chaque fois il y a une distorsion dans nos bases, hein, entre ce qui a été transmis et ce que nous avons enregistré dans les bases de l'assurance maladie. Donc, c'est ça les principaux rejets. Et alors, ce qui est très positif, c'est quand même, ce qu'il faut noter, c'est que ils peuvent s'éviter, donc dans 80% des cas, avec 3 actions qu'on systématise avant de facturer, on peut réduire ces rejets. Voilà. Donc, en utilisant Adri, donc le logiciel Adri, l'acquisition des droits intégrés, en utilisant une carte vitale qui est à jour. Donc là, il me semble que désormais, les logiciels peuvent permettre la mise à jour des cartes vitales et en utilisant ce fameux guide de facturation. Donc pour ceux qui n'ont pas encore, ben, si vous allez le détenir, ça va vous aider. Et ceux qui l'ont déjà, ben, certainement, ils ont déjà moins observé une diminution de leur rejet. Donc, je m'avance un peu, mais je pense que c'est le cas. Voilà, donc je vais laisser la parole cette fois-ci à David Roche, qui est aussi délégué du numérique en santé à la CEPAM des Bouches-du-Rhône cette fois et qui va nous expliquer ce qu'est Adri. Donc, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, Ah. très bien. Alors, donc on va voir effectivement ensemble le principe de la DRI. À quoi ça sert déjà? Premièrement, ça va vous permettre de vérifier la situation médico-administrative des assurés. Donc pour ça, à la lecture de la carte vitale, même sans, des informations vont remonter. Donc, comme je reprends l'exemple de la complémentaire santé solidaire, voir si effectivement elle est toujours bonne, toujours sur le dossier. Donc pour le vérifier, pour avoir accès à ces informations, donc, à la lecture de la carte vitale, ça se fait en 3 modes. Donc, le premier, c'est le mode systématique. Donc, ça va se déclencher à chaque fois. Donc, que vous mettiez ou pas la carte vitale, automatiquement, la TRI va se déclencher et récupérer les informations. Vous avez un mode automatique qui va le faire effectivement dans certains cas. Donc, là, on peut voir dans l'exemple, donc en cas de carte vitale non insérée dans le lecteur ou si il détecte que la carte n'a pas été mise à jour. Donc là encore, vous allez pouvoir récupérer les informations et après le mode manuel, ben, c'est vous à chaque fois qui allez cliquer sur ADRI pour déclencher la recherche. En quoi c'est important et c'est une bonne chose la DRI, c'est ça va vous permettre d'éviter un très grand nombre de rejets. C'est vraiment pour ça que ça a été mis en place et c'est vraiment une bonne chose. Donc vous allez fiabiliser déjà tout ce qui est ces invitables, tous les flux. Donc vous allez pouvoir automatiquement et voir en amont pardon, les cas où ça peut vous poser souci. La complémentaire santé qui n'y est plus, vous l'avez pas fait attention, vous allez facturer, vous allez avoir un rejet. Là, vous allez vraiment pouvoir le détecter avant. Donc là, on vous a mis le lien. Donc, comme je vous le disais, vous avez le guide de facturation. Alors, on vous a renvoyé aussi le code sur le codage des actes médicaux de la CCAM, qui est disponible sur Amélie. Et pareil pour la nomenclature des actes professionnels.
Alors, la présentation du service, là, je laisse parler les experts. Je crois que c'est Madame Arnaud qui reprend la main. Donc, je vais vous détailler cette fois donc, les différentes cartes qui sont disponibles afin de facturer. Donc, vous avez dans un premier temps la CPS, bien sûr, hein, qui est la carte professionnelle de santé, qui contient en fait des informations sur le lieu d'exercice donc du praticien, mais aussi son identification, sa spécialité, etc. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur cette CPS et donc cette CPS permet d'effectuer donc des feuilles de soins électroniques, bien sûr. Ensuite, vous avez la CDE qui est la carte de directeur d'établissement. Elle contient bien sûr l'identité du directeur d'établissement et du lieu d'activité. Et ensuite, vous avez la CPE, qui est la carte professionnelle employée, qui sont de deux types, nominative et anonyme. Donc, nous verrons que pour la facturation, il vaut mieux privilégier la CPE nominative. Donc, pour tout ce qui est commande, on vous en parlera si vous avez besoin donc, de ces cartes-là. Donc, je vais détailler maintenant à quoi servent ces cartes. Donc, on voit en fait sur l'écran que la CPS et la CPE nominative peuvent donc être utilisées. Alors la CPS, bien sûr, c'est pour le professionnel de santé. La CPE, donc je l'ai dit, ça peut être une secrétaire ou une chargée d'accueil, un chargé d'accueil. Et la CDE, donc la carte de directeur d'établissement nominative, donc elle est bien sûr pour le directeur d'établissement. Donc, on voit là sur l'écran que vous avez détaillé la feuille de soins sécurisée et la feuille de soins dégradée. Pour la feuille de soins sécurisée, on voit que on peut l'établir avec une CPE et une carte vitale. Mais par contre, on est dans un mode désynchronisé, c'est-à-dire que le praticien devra ensuite sécuriser la feuille de soins avec sa CPS. Pour le mode dégradé, donc la CPE sans carte vitale, hein, donc pour une secrétaire, un secrétaire ou un chargé d'accueil, à ce moment-là, on est toujours dans le mode désynchronisé. Il faudra que le praticien ensuite sécurise cette feuille de soins électronique. Donc ça se fera en 2 temps. Ça, c'est par rapport donc au droit hein, des cartes qui est différent en fonction de la CPS et de la CPE, bien sûr. Hein. Voilà, donc au niveau de la carte directeur d'établissement et de la CPE, on voit que il est possible de mettre en lot malgré tout. Donc ça veut dire la facture est déjà faite dans le logiciel, on peut quand même mettre en lot et ensuite envoyer une feuille de soins, hein, qu'elle soit sécurisée ou dégradée. Hein. Ensuite, c'est pas un problème, c'est possible. Voilà pour le détail de ces cartes. Alors, pour les modalités d'accès à Amélie Pro, donc Amélie Pro, le portail de téléservice de l'assurance maladie, il faut dans un premier temps que les délégués du numérique en santé de la CPAM inscrivent les professionnels de santé dans notre back-office Amélie Pro. Ensuite, cela permettra donc l'accès par CPS aux professionnels de santé salariés de votre centre, que ce soit un médecin, un infirmier, une sage-femme. L'accès peut se faire également avec une ICPS, donc une CPS dématérialisée. Donc, on vous a indiqué les liens en dessous qui vous permettent d'avoir des informations sur la ICPS, mais aussi comment l'activer. Je pense que nous sommes aussi là pour vous accompagner dans cette démarche si au besoin. Donc, maintenant, je vais détailler, alors là, c'est plus à l'attention des directeurs de centres de santé, quand
un professionnel de santé donc, arrive dans votre centre, il faut nous contacter pour nous donner donc, votre numéro finesse et la DELI du centre de santé pour que nous puissions, comme je disais, ouvrir l'accès à Amélie Pro et ensuite enregistrer, inscrire donc le nouveau professionnel de santé dans notre back-office. Ensuite, quand ce sera fait, eh bien, le professionnel de santé salarié pourra créer son compte Amélie Pro et se connecter avec sa CPS ou sa ICPS, bien sûr. Ok, peut-être une question. La ICPS peut-elle peut être utilisée pour les télétransmissions? C'est une question qui est posée dans le chat. Alors, c'est prévu dans le cadre du Ségur du numérique en santé, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, la ICPS vous permet d'accéder à certains services comme la messagerie sécurisée de santé, Amélie Pro, bien sûr, on en parlait. Pour l'instant, ça se met en place au niveau des logiciels, mais ce n'est pas encore le cas. Je continue donc dans le processus de création du compte Amélie Pro. Bon, on a pratiquement tout dit, mais il faut savoir que la création d'un compte Amélie Pro se fait très rapidement. L'ouverture est immédiate et donne accès donc aux différents téléservices que l'on va détailler tout à l'heure. Bien sûr, on peut gérer son compte à tout moment, signaler par exemple un changement d'adresse mail, entre autres. C'est nouveau, les réinitialisations de mots de passe se font désormais uniquement via l'adresse mail et plus par un courrier postal. Donc ça raccourcit les délais de démarche administrative en ce sens. Et bon, je pense on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, les téléservices simplifient bien sûr les démarches administratives et comment dire, apportent un délai de traitement beaucoup plus rapide que précédemment. Donc, ces téléservices-là sont vraiment à utiliser le plus possible. On va les voir, hein, on va voir de quoi je parle dans un instant. Toutes ces démarches administratives aujourd'hui sont simples et rapides d'utilisation. Donc, c'est David qui va nous parler, Monsieur Roche, qui va nous parler d'Amélie Pro. Oui, donc une fois que vous allez accéder donc, au portail d'Amélie Pro, comme l'a dit ma collègue, par CPS ou ICPS, vous allez accéder à plusieurs rubriques. Donc on va voir ensemble ces rubriques. Donc la première rubrique, c'est la partie activité. Donc vous allez pouvoir retrouver, suivre vos paiements, les horaires de cabinet, donc on le voit. Accéder au dossier médical partagé, important pour l'avenir. Et d'autres, et la patientèle, médecin traitant. Ce qui est important dans les centres de santé, on va dire, c'est dans le service patient. C'est là où vous allez pouvoir accéder aux arrêts de travail, par exemple. Donc, pour faire, si vous souhaitez réaliser un arrêt pour un patient ou autre. Vous allez pouvoir accéder également à l'affection longue durée, protocole de soins. Donc, tout ce qui est important se trouve dans cette rubrique-là, dans le service patient. Et la dernière petite colonne, on peut voir aussi identification patient. Ça va être à la lecture de la carte vitale, où une fois vous aurez saisi le numéro de sécurité sociale de l'assuré, vous aurez ces informations-là qui apparaissent. Donc, on peut voir que, notamment dans la partie complémentaire santé solidaire, donc C2S, oui, AME, oui, donc on peut voir les informations qui apparaissent. Autre chose utile également, plus pour les directeurs de centre, en bas à gauche, on peut visualiser aussi la commande d'imprimer. Donc, vous allez devoir passer par là si vous avez besoin de feuillets. Donc, les services qui sont ouverts par profession en centre de santé, donc on peut voir à chaque fois qu'il y a une croix verte. Donc, avis d'arrêt de travail, donc les médecins pourront les faire ainsi qu'ALD et autres, tout ce qu'on a vu ensemble dans la rubrique. Pour les sages-femmes, ce sera uniquement l'historique des remboursements et les infirmiers, donc les bilans de soins infirmiers et les historiques de remboursement également. Donc, au niveau du centre de santé, pour le médecin traitant, vous allez pouvoir les faire donc, sur la deuxième rubrique. Ça se fait très rapidement, hein, une fois qu'un assuré vient au cabinet, si il est d'accord pour que le médecin du centre le suive, il pourra faire la déclaration directement en ligne. En quelques clics, c'est réalisé.
et c'est effectif assez rapidement derrière. Donc, je voulais faire également un point avec vous sur les arrêts de travail. On a eu quelques problèmes récemment, donc refaire un petit point. Vous savez que les CERFA ont changé il y a quelque temps de ça. Donc, lorsque vous allez réaliser un arrêt initial pour un patient, il y a les deux CERFA à remplir maintenant, le CERFA arrêt maladie et le CERFA accident de travail. Donc sur cette slide, on peut voir, on a un peu résumé ce qu'il fallait mettre ou pas, donc on va le revoir ensemble. Donc en cas d'arrêt initial, avec une période d'arrêt prescrite, donc il faut remplir le certificat d'accident de travail initial et l'arrêt maladie. L'assuré revient vous voir derrière, pareil, toujours pour son même accident de travail. Vous lui faites une prolongation, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de nouvelles lésions ou autres. Vous faites simplement l'arrêt sur le CERFA, arrêt de travail. Il n'y a pas besoin de faire une prolongation sur le certificat accident de travail, maladie professionnelle. Ça, c'était dans l'ancienne version. Au niveau des nouvelles lésions, il vient vous voir avec une nouvelle lésion. À ce moment-là, on le voit dans la slide. On remplit à nouveau le certificat d'accident de travail, le certificat d'arrêt maladie. Certificat médical final, ça ne change pas. On reste sur l'accident de travail. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, si vous avez eu des soucis. Oui, je vois qu'il y a une question dans le chat et Oui. on me dit c'est bien le centre de santé qui est le médecin traitant, quel que soit le médecin consulté, tout à fait. Voilà, nous on requête avec le numéro du centre de santé. Donc l'intérêt, oui, il faut déclarer et tous les patients déclarés par le centre de santé sont comptabilisés pour le centre de santé. Donc nous allons passer à la télésanté, à la e-santé. Donc le numérique en santé aussi, pourquoi nous souhaitions vous aborder ce sujet? Parce qu'en fait, il y a des nouveaux indicateurs liés au numérique en santé. Donc là, on a la valorisation du volet de synthèse. Bon, ça, c'est la création d'un forfait qui sera versé qu'une seule fois, one shot, qui est hors rémunération forfaitaire spécifique des centres de santé, pour l'alimentation du volet de synthèse médicale pour la patientèle en ALD. Donc ça, cette rémunération forfaitaire, donc elle dépend du nombre de TP, elle dépend du volume de la patientèle et du pourcentage de volets de synthèse que vous allez alimenter pour la patientèle ALD. Donc plus vous allez alimenter de volets de synthèse et plus la rémunération sera importante. Donc voilà, 1 500 € par ETP dans la limite de 20, ETP généraliste, pour au moins 50% de volets alimentés pour la patientèle ALD et c'est 3 000 € pour 90% de la patientèle ALD. Ce forfait donc, est pondéré par la taille de la patientèle, je vous l'ai dit, et il y a une majoration de 20% si au moins un tiers des volets de synthèse sont au format structuré. Donc ça, je trouve que c'est en lien avec le Ségur, me semble-t-il. Et la période d'observation, finalement, a été prolongée jusqu'au 31/12/2023 et le versement s'effectuera au premier semestre de l'année 2024. Voilà. Donc là, les volets numériques, c'est lié, le volet numérique aussi, donc nouveaux indicateurs d'usage cette fois, qui sont liés à l'usage du DMP. Donc 40 points fixes par ETP, dans la limite toujours pareil de 20 ETP de médecins généralistes, si 20% de consultation donne lieu à une alimentation d'un document dans le DMP. Donc ça, vous allez me dire, oui, mais comment on fait? En fait, on se rend compte quand même qu'on a possibilité, si on transmet des documents de liaison pour le patient, on peut le mettre sur le DMP, les résultats d'examen. Voilà, si vous avez une consultation entre un généraliste et un spécialiste. En plus, nous, on est des régions touristiques. Donc, en fait, voilà, si vous avez des patients qui ne sont pas de la région, de mettre les documents de liaison, ça peut faciliter la valorisation de cet indicateur. Voilà. Donc, ensuite, c'est l'usage de la messagerie citoyenne entre professionnels de santé et patients. Et ben là aussi, si vous n'avez pas eu le temps de rédiger voilà, les éléments de liaison, eh bien, vous pouvez les transmettre à vos patients via la messagerie de sécurité de santé si vous faites a posteriori. Des documents aussi, des ordonnances que vous pouvez transmettre par ce biais-là, ça peut aussi vous permettre de valoriser ces indicateurs. Voilà, donc c'est 5% de consultations qui comprennent un échange par mail sécurisé. Voilà, il y a l'évolution de l'indicateur sur le cahier des charges Cédem Vital, donc version avec l'addendum 8 qui intègre l'application carte vitale.
qui est requise. Voilà. En 2023, il y aura la création d'un indicateur d'usage sur la e-prescription aussi, donc 40 points fixes, avec 50% des prescriptions de produits de santé établies via cette application. Ça, je ne vais pas déflorer le sujet, c'est Laurent qui va vous briefer sur ce point. Et création d'un indicateur d'usage aussi sur l'application Carte Vitale, avec 5% des feuilles de soins réalisées avec une application Carte Vitale. Et on va voir vraiment les avantages par rapport à l'accès aux soins d'utiliser cette application dès qu'elle sera à disposition pour tous. Et donc, ensuite, on a un indicateur du bloc commun complémentaire qui reste optionnel jusqu'en 2024. Alors avant de passer à la main à notre référent régional e-santé, on doit revenir sur l'identité nationale de santé. Et c'est Madame Arnaud qui va nous parler de l'INS. Oui, alors on voulait faire ce focus sur l'identité nationale de santé, puisqu'aujourd'hui, les logiciels, dans leur dernière version, vous demandent d'utiliser ce téléservice intégré qui est l'INS. Alors, ça permet en fait de disposer d'une identité unique, pérenne et partagée par tous les acteurs de santé. Donc concrètement, votre logiciel va vous demander de vérifier l'identité des patients. Alors, je précise que c'est à faire une seule fois pour tous les patients, mais en fait, le but en fait de cette vérification, donc qui se fait sur 5 champs, je tiens à le préciser, donc c'est le nom de naissance, le prénom de naissance, la date de naissance, le lieu de naissance et le sexe. Donc, l'INS, c'est vraiment la pierre angulaire du Ségur. Sans cette qualification, vous ne pourrez pas échanger de données, que ce soit sur le DMP ou via votre messagerie sécurisée de santé pour ce patient. Donc, ça fiabilise bien sûr les identités. Vous pourrez donc alimenter et consulter facilement le DMP puisque ce sera intégré à votre logiciel. Bien sûr, ça fait gagner du temps parce que chaque professionnel de santé doit faire cette démarche. Et en fait, cette démarche, cette qualification de l'INS permet l'indexation de tous les documents qui vont être générés pour ce patient. Et donc, je prends un exemple simple. Si vous recevez en tant que professionnel de santé un document pour un patient donné, sur votre messagerie sécurisée de santé, eh bien, il pourra être intégré très facilement et automatiquement dans son dossier, dans votre dossier médical, dans votre logiciel, bien sûr. Et donc, bien sûr, vous pourrez également échanger avec les patients, quel que soit le document, via mon espace santé, donc de votre messagerie sécurisée vers la messagerie sécurisée d'un patient. Voilà pour l'INS. Alors, on laisse la parole à Laurent Haas, qui est notre référent régional e-santé. Bonjour à tous, donc merci. Je vais vous parler effectivement de la e-santé du numérique pour notre région. Donc, à déjà commencer par un petit bilan du déploiement national de Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, vous en avez forcément entendu parler. Vous êtes peut-être même utilisateur. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à télécharger notre application parce que c'est le meilleur moyen de comprendre à quoi va servir justement Mon Espace Santé et comment l'utilisent vos patients. Donc aujourd'hui, on a 65 millions de Français qui disposent d'un espace santé ouvert. Ça a été ouvert automatiquement, sauf pour les patients qui ne le souhaitaient pas, donc qui s'y opposaient, ce qui représente à peine 2% des Français. Et on a plus de 10% des usagers qui ont déjà activé, donc utilisé mon espace santé, interagi, ajouté des documents ou utilisé la messagerie sécurisée. On voit que chaque mois, on a plus de 600 000 nouvelles activations, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup d'essor. À savoir qu'entre mars 2022 et février 2023, on a déjà plus de 785 000 documents qui ont été intégrés par les patients dans leur espace santé, rien qu'en PACA. Vous voyez que c'est assez énorme. Une fois qu'on essaie l'application, c'est très intuitif, on comprend vite son intérêt et donc les patients n'hésitent plus à mettre les documents dedans. Donc c'est très très simple. Il y a 20 nouveaux services qui sont référencés dans un catalogue d'applications. Donc c'est ce qu'on va voir après, ça fait partie des fonctionnalités à disposition.
Et on a de nouvelles évolutions qui vont arriver puisque c'est un produit qui est assez récent et qui s'alimente au fil des mois, à savoir un carnet de santé numérique pour l'enfant et un agenda médical qui permettra de centraliser les rendez-vous médicaux. Tout à l'heure, on vous a parlé de la messagerie citoyenne qui permet d'échanger entre professionnels de santé, centres de santé et les patients. À savoir qu'on a déjà, donc en début d'année, on avait déjà plus de 300 000 patients qui avaient reçu des messages de leurs professionnels de santé ou initié une conversation avec. Donc, sur la slide d'après, on va avoir plus d'informations sur mon espace santé, donc, qui est composé de 4 grosses briques, à savoir le dossier médical. Vous connaissiez sûrement anciennement sous le nom de DMP. Donc là, ça reste toujours, sauf que le DMP est intégré dans mon espace santé. Les professionnels de santé, vous, les centres de santé, vous allez consulter le DMP d'un patient. Le patient, lui, consultera son espace santé donc, et tombera sur le même document, le même coffre-fort numérique, sauf qu'on a 2 portes d'entrée selon qu'on est usager ou professionnel de santé. On a également une messagerie sécurisée de santé, donc qui permet d'échanger entre le patient et le professionnel de santé, avec la restriction, c'est que le patient ne peut pas initier un échange. Uniquement le professionnel de santé peut démarrer l'échange, ouvrir le canal et y mettre fin. Ça évite toute sursollicitation, ça évite de recevoir un message le dimanche soir à 19 h pour une ordonnance, une prescription. Donc là, c'est vraiment le professionnel de santé qui gère l'ouverture et la clôture de ces canaux d'échange. On a un catalogue de services, comme je vous avais présenté tout à l'heure, avec 20 applications. Effectivement, on est loin du million d'applications de l'App Store ou de l'Android Store. Effectivement, on a un cahier des charges qui est très, très strict, notamment tout ce qui concerne l'utilisation des données de santé, la souveraineté, s'assurer que les données sont bien en France, qu'il n'y a pas de revente de ces données. Donc, c'est pour ça que le cahier des charges est très, très strict, qu'à ce jour, on a seulement 20 applications labellisées, mais on espère en avoir de plus en plus qui respectent toujours ce cahier des charges. Et enfin, on attend la prochaine grande fonctionnalité qui est l'agenda qui sera disponible dans le courant de l'année, qui permettra de retrouver des repères, des événements, peut-être des rappels de prévention en fonction de l'âge du patient, qui lui rappellent voilà, les grandes échéances de dépistage. Sur le slide d'après, voilà, on voit un peu l'alimentation du DMP par les professionnels de santé dans notre région sur les 12 mois à date de février 2023 jusqu'à mars 2022. Et on voit qu'effectivement, il y a une grosse progression, aussi bien les établissements que désormais en ville depuis fin d'année. On voit que l'alimentation est de plus en plus présente. C'est quelque chose qui se fait de manière assez intuitive à partir du moment où vous avez un logiciel qui est référencé Ségur. Donc là, c'est de manière transparente et ça vous permet aussi bien d'envoyer, d'alimenter un DMP que de consulter le DMP d'un patient. Ce qui est très pratique pour nous qui sommes une région avec beaucoup, beaucoup de touristes. Donc, de recevoir un patient qui vient d'une autre région pour les vacances, de pouvoir consulter son DMP, accéder à ses antécédents, à ses traitements en cours, c'est une grande aide pour les professionnels de santé. Enfin, donc justement, comme je vous le parlais de logiciel Ségur pour accéder à ces informations DMP, il faut savoir qu'au niveau de l'État, il y a eu un gros engagement financier qui a été mené dans le cadre du Ségur numérique, avec un investissement de 2 milliards sur plusieurs années, et notamment une aide pour l'équipement des professionnels de santé, notamment les centres de santé, c'est-à-dire qu'on propose aux éditeurs de payer une mise à jour qui est mise à disposition gracieusement auprès des professionnels de santé. C'est le cas aujourd'hui pour la médecine de ville. Donc, certains centres de santé qui ont une activité de médecine de ville représentative ont eu la possibilité justement de passer commande auprès de leur éditeur de ces logiciels, de ces versions Ségur, sans avoir à débourser 1 euro. Donc là, à ce jour, on a 40% des centres de santé de PACA qui étaient éligibles, qui ont passé commande, et seulement 9% qui ont installé cette mise à jour. Donc, il faut savoir qu'il y a une échéance, une obligation pour les éditeurs, c'est d'installer ces mises à jour avant le 20 septembre. Donc là, si vous faites partie des 40% qui ont passé commande, sachez qu'ils doivent convenir avec vous d'une date de finalisation et qui doit être antérieure au 20 septembre. Donc là, surtout, c'est important. Si vous n'avez pas encore de date, mais que vous avez déjà passé commande, n'hésitez pas à relancer votre éditeur. Ensuite, vous avez une période de vérification, donc pour confirmer que vous l'avez bien eu cette installation, que vous avez bien eu la formation
pour vous expliquer comment utiliser ces nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est très important puisque c'est ce qui fait que vous allez pouvoir bénéficier de tous les apports. Donc, tout ça, vous avez jusqu'au 14 décembre pour confirmer à l'éditeur pour qu'il puisse se faire régler sa prestation. Mais effectivement, l'important, c'est bien de comprendre qu'à partir du moment où vous avez passé commande, il y a ces dates limites au 20 septembre. Là, on est sur la première vague, le premier couloir qui était la médecine de ville. C'est pour ça que seulement certains centres étaient concernés. Sur la slide d'après, on va voir justement qu'il y a d'autres couloirs qui vont arriver. Donc, on a des couloirs, voilà, des couloirs chirurgie dentiste, sage-femme, paramédicaux, donc d'autres spécialités qui vont être déployées notamment en 2024 et qui permettront d'élargir encore l'éligibilité des centres à quasiment l'ensemble. Donc là, nous, régulièrement, on reviendra vers vous pour vous signaler. Vos éditeurs aussi vous démarcheront généralement pour que vous passiez commande de cette mise à jour. Mais l'intérêt, c'est que très rapidement, on ait tout l'écosystème qui soit monté en gamme et que vous soyez tous en possibilité d'envoyer des données dans le DMP, de consulter le DMP, d'échanger via messagerie sécurisée grâce à des logiciels interopérables, d'être sûr en fait que ce que vous envoyez est bien reçu par votre correspondant et que vous ayez le maximum d'informations utiles concernant la santé de votre patient pour améliorer sa prise en charge. Ensuite, on vous parle de l'application Carte Vitale de l'AppCV, ce que Géraldine parlait tout à l'heure, qui est attendu par beaucoup, donc, et qui est enfin arrivé, puisque aujourd'hui, on est dans une phase de déploiement par département. Le 06, par exemple, c'est déjà effectif depuis le mois de mai. On peut déjà télécharger son application Carte Vitale dans son smartphone. Donc, ça ne remplace pas la carte Vitale, c'est complémentaire. Et effectivement, ça va être déployé très rapidement sur tous les autres départements. Aujourd'hui, on est sur une première vague de 7 départements. L'avantage, comme le disait très bien Géraldine, c'est qu'on a aujourd'hui plutôt tendance à ne pas oublier son smartphone. Par contre, la carte vitale, ça devient secondaire. Donc là, on l'a vu récemment au niveau des jeunes, voilà, jamais ils ne sortent sans leur smartphone. Donc ça vous évite, vous, tous les problèmes de feuilles en dégradé, de patients qui n'ont pas sa carte vitale ou de carte vitale qui n'est pas à jour, puisque, comme on va le voir dans la slide de l'après, il y a de nombreuses fonctionnalités qui sont intégrées à cette CV, à savoir l'accès automatique au service ADRI, une utilisation sans contact. Ça peut permettre aussi de valider l'INS. Donc voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont rajoutées. C'est très, très simple d'utilisation et ça permet notamment dans certains cas spécifiques, comme dans le cas de parents séparés où l'enfant serait sur une seule des deux cartes vitales ou sur une seule des deux mutuelles, de partager sa carte vitale via l'application et d'être sûr qu'à chaque fois que vous avez un patient, vous soyez bien en mesure d'avoir tous les éléments de facturation, d'exonération directement disponibles pour vous. Je rebondis justement. Est-ce qu'il est possible également d'avoir un boîtier de mise à jour des cartes vitales? En fait, effectivement, vous avez la possibilité d'opter comme n'importe qui et comme une pharmacie, sans encore qu'une pharmacie ait une borne, mais au guichet, ils ont chacun en fait un lecteur de carte vitale qui permet également la mise à jour. Ça, en fait, il faut vous rapprocher d'un revendeur. Vous allez souscrire un contrat qui est payant, hein, malgré tout, pour pouvoir mettre à jour la carte vitale. Mais c'est une possibilité qui est offerte aux professionnels de santé et dont les centres de santé. Voilà. Donc, sur cette slide, il y a les équipements. Si tu peux nous en dire un peu plus ou si tu as déjà tout dit, je ne sais pas, Laurent. Donc là, effectivement, pour pouvoir utiliser cette AppCV, vous aurez besoin d'un logiciel de facturation. Donc on en revient toujours à nos logiciels, notamment Ségur, qui intègre, ça fait partie du cahier des charges, cette possibilité de lecture. Un lecteur, donc soit un lecteur de QR code, soit un lecteur NFC, donc qui vous permet facilement d'accéder à l'information sans contact. On vous recommande plutôt les lecteurs QR code qui sont plus universels, qui marchent avec plus de smartphones et qui sont plus évolutifs et plus adaptables. Donc, effectivement, vous voyez, l'investissement est assez minime par rapport aux bénéfices. Ensuite, donc l'ordonnance numérique, ce qu'on appelait jusqu'à présent e-prescription. Donc là, ça ne va pas bousculer votre pratique, mais ça va avoir de grands effets sur la fiabilisation et la qualité de soins. À savoir qu'en fait, on va maintenant ajouter un QR code sur la prescription qui, pour 90%, voire plus, maintenant est fait par informatique. Donc, vous réalisez votre prescription. Un QR code va s'ajouter dessus et en même temps, la prescription va être télétransmise dans une base de données. Donc, quand elle sera délivrée par le prescrit,
par exemple, si c'est un pharmacien, quand le patient ira à la pharmacie, automatiquement, le fait d'avoir délivré cette prescription, le pharmacien, en scannant la prescription et ce QR code, va neutraliser la prescription, ce qui fait qu'elle ne pourra plus être délivrée à nouveau. Donc, ça évite tous les cas de fraude, les cas où le patient photocopiait une prescription, on en retrouvait à travers toute la France. Ça limite aussi les problèmes avec les vols de tampons, les vols d'ordonnanciers, puisque là, effectivement, même si le patient a un tampon, il ne pourra pas incrémenter dans la base de données, donc elle ne pourra pas être délivrée. Donc, il y a vraiment cette sécurisation et ça permet également aux professionnels de santé, aux médecins, d'accéder a posteriori au statut de la délivrance. Typiquement, de voir si le patient a bien reçu son traitement, a bien été le chercher à la pharmacie. Ça permet dans certains cas où effectivement le patient se plaint qu'un médicament n'est pas efficace, ne lui convient pas et veut absolument changer. Si le médecin s'aperçoit que la délivrance n'a pas été reçue, ça donne un élément de diagnostic important. Donc, on a repris les grandes lignes. Ce qui ne change pas, c'est vraiment les piliers sur lesquels on ne souhaite absolument pas changer. C'est la liberté de prescription du médecin, le déroulé de la consultation, la remise d'une ordonnance papier en fin de consultation. Donc, ça, c'est essentiel puisqu'on ne veut pas justement créer une fracture numérique par rapport à ceux qui n'ont pas forcément d'appétence, qui ne sont pas coutumiers du numérique. Donc, il y a toujours une ordonnance papier qui est remise. Ça permet aussi au prescrit, par exemple la pharmacie, si elle a un problème informatique ou pour X raison, de toujours traiter la demande avec l'ordonnance papier et surtout la liberté du choix du prescripteur et du prescrit pour le patient. Donc, il n'y a rien qui est imposé. On conserve vraiment le cadre d'aujourd'hui, sauf qu'on rajoute un QR code qui rajoute beaucoup d'innovation. La possibilité pour le médecin d'accéder aux données, on l'a vu, et aussi surtout l'alimentation du DMP qui permet au patient de retrouver son ordonnance au format PDF dans Mon Espace Santé. Ça vous évite d'avoir à gérer toutes les demandes de duplicata puisqu'un patient a perdu son ordonnance, parce qu'un patient ne sait plus laquelle est bonne, ne sait plus ce qu'il y a écrit dessus, ne connaît plus la posologie. Là, il le retrouve automatiquement dans son espace santé très facilement. Donc, ça vous évite tout ce temps perdu des fois en front office pour faire des tâches qui maintenant seront directement disponibles pour le patient. Donc, d'ici fin 2024, l'ordonnance numérique concernera tous les prescripteurs et prescrits. Voilà. Donc là j'ai une question dans le chat, Laurent. L'ordonnance numérique, donc c'est bien pour tous les BS, hein, quelle que soit la spécialité du professionnel de santé. Alors là, effectivement, ça va être pour fin 2024, ça sera pour tous les professionnels de santé. Après, ça dépend du déploiement des logiciels. Aujourd'hui, dans les logiciels médecins, quasiment tous vont être labellisés Ségur, donc auront cette possibilité et on voit une montée en assez rapide, mais ça dépendra uniquement de cette mise à jour, mais c'est prévu pour tous les professionnels de santé, quelle que soit la spécialité. Pour les chirurgiens dentistes également, donc. Tout à fait, à terme, fin 2024, ça sera vraiment quelque chose qui sera proposé à tout le monde. Ok, merci. Donc là, vous avez les liens utiles sur le numérique en santé. Il y a les principaux, Laurent, on est bon là-dessus. C'est bien ça, tout à fait. On vous a mis quelques liens, quelques vidéos. Après, vous aurez aussi nos contacts. Donc, bien sûr, nous, on reste à côté de vous pour vous accompagner. Surtout, ce virage numérique est très important donc à votre niveau, au niveau des centres de santé, puisque vous allez voir que ça va jouer énormément sur la qualité de soins, sur vous aussi les rémunérations, sur l'attente au niveau des patients. Après, on sait que c'est un virage qui est assez conséquent. C'est pour ça qu'il y a toute une équipe régionale, CPAM, ARS, GRAD, qui est déployée pour vous accompagner gratuitement. Donc ça, c'est important, je le précise, parce qu'on risque de vous proposer beaucoup de formations, beaucoup de prestataires pour vous accompagner, des choses parfois très onéreuses. Sachez que gratuitement, tout ça est mis à disposition. Donc là, vous recevrez dans le compte-rendu nos coordonnées et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin qu'on fasse un bilan avec vous. Donc là, c'est la slide d'après encore, me semble-t-il. Voilà, là, vous avez tout ce qui est les numériques en santé, donc tout ce qui est plutôt l'usage du téléservice, Amélie Pro, les lecteurs de cartes, tout ça. Et après, donc sur ce volet, donc là, voilà, on vous transmettra tout ça. Hein, voilà, on a ces adresses mail génériques grâce auxquelles vous pouvez donc contacter vos interlocuteurs assurance maladie. Et sur le déploiement, les logiciels Ségur, enfin sur le numérique en santé, il y a encore véritablement des interlocuteurs spécifiques pour ça. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Comme le disait Laurent, on sait que ce virage est conséquent, c'est important, à la fois pour vous, pour nous, pour les patients. Donc vraiment, voilà, on est à votre écoute et à votre service. Excusez-moi, j'aurais juste une question. Je reviens sur la carte, l'application de la carte vitale.
il faut un boîtier donc plus spécifique pour que nous, on ait la lecture. Monsieur Valgy, je vois que vous avez levé la main. Oui, comme on arrive au bout, c'était aussi pour vous remercier pour l'initiative que vous avez prise et qui est, à mon avis, à saluer très largement. Elle introduit, me semble-t-il, une série de travaux d'accompagnement qui a été souhaité par le cadre conventionnel et par les commissions paritaires des centres de santé auprès de l'ensemble des structures. Et qui va se déployer, y compris par des rencontres sur le terrain, par vos agents auprès des centres de santé. Et je pense que ça permettra aussi de répondre un peu plus loin aux questions de chacun sur la problématique individuelle que chacun peut rencontrer, soit avec son éditeur, soit avec ses systèmes d'information, soit avec ses modes d'organisation. Merci à vous, Monsieur Valvier. Et c'est vrai qu'on a essayé, ces webinaires sont une introduction justement à un accompagnement plus poussé. Mais bon, là, sur ce webinaire-là, on a souhaité rassembler l'ensemble des centres de santé parce que notre accompagnement, pour l'instant individuel, pluripro, sera tourné essentiellement vers les centres de santé polyvalents et médicaux, mais on espère quand même pouvoir rencontrer l'ensemble des centres de santé au moins une fois dans l'année. Voilà, donc dans cette attente et afin que toutes les équipes soient en ordre de marche, voilà, il nous paraissait quand même important de rencontrer via le webinaire, alors que ce n'est pas l'idéal, mais voilà, ça nous permet de partager l'information avec le plus grand nombre. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il a été utile. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont travaillé à faire en sorte que ce soit une réussite et préparer les supports. Donc l'équipe des délégués d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, du Var, le référent régional e-santé. Voilà, tous ceux qui ont participé pour qu'on puisse vous présenter ce support aujourd'hui. Merci et puis écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi et un bel été à tous.